Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'embarquer sur les ondes de C'est quoi cette histoire, le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode de C'est quoi cette histoire, aux côtés de Noémie. Bonjour Noémie, comment ça va ? Bonjour tout le monde, ça va très bien, merci. Alors nous avons choisi d'inaugurer ce podcast avec un sujet intrinsèquement lié au contexte actuel, à savoir la médecine. Alors avant toute chose, rassurez-vous, dans ce podcast, nous tairons les termes très tendances de Covid-19, de professeur Raoult ou encore de chloroquine. Et oui, il faut croire que ce n'étaient pas des notions très populaires à l'Antiquité, n'est-ce pas Noémie ? Effectivement. Ensemble, nous allons découvrir les pratiques médicinales et chirurgicales dans la Rome antique. Avant de nous plonger réellement dans notre sujet de prédilection, est-ce que tu pourrais nous rappeler, Noémie, les conditions de vie et notamment l'espérance de vie des Romains et des Romaines à l'Antiquité ? Oui, alors effectivement, l'espérance de vie était assez différente de la nôtre aujourd'hui. Il faut savoir que l'espérance de vie dans la Rome antique était plus basse que la nôtre actuellement. C'est un domaine de recherche qui est encore en cours, il faut encore le creuser. Pour le moment, on est surtout basé sur les épitaphes, c'est-à-dire les inscriptions sur les monuments funéraires, qui fournissent généralement l'âge de décès des défunts. Et donc autour du 2e siècle après Jésus-Christ, pour vous donner une idée, on est autour de 21 ans à Rome, et 27 ans en Gaule, ou encore 45 en Afrique du Nord. Donc c'est des données qui varient selon la situation géographique dans l'Empire, sachant que la mortalité infantile pèse lourd dans cette moyenne. Alors on distingue en Rome antique 2 types de médecine, une dite sacrée et une autre dite savante. Comment se présente la médecine sacrée ? Quelles sont ses particularités et comment se pratique-t-elle ? La médecine sacrée est une médecine qui est tournée vers les dieux, donc comme on le comprend dans son nom, et il s'agit en réalité de sacrifices divins, de remèdes dits magiques, d'ex voto, etc. Donc ce sont finalement des prêtres qui vont intervenir dans le cadre de sanctuaires, ou alors des astrologues qui vont faire des prévisions en fonction du zodiaque, ou encore des mages pour des choses comme des amulettes, des talismans, etc. Alors, ce qui se fait énormément, ce sont donc les ex voto que je viens d'évoquer. Qu'est-ce que sont des ex voto ? Ce sont des représentations sculptées, alors en terre cuite, en pierre, en bois, etc., parfois même en or pour les plus fortunés, qui représentent des parties du corps humain, et qui sont déposées dans les temples pour implorer la grâce d'être guéri, ou en reconnaissance d'avoir été guéri. Donc on parle d'ex voto anatomique. Par exemple, si vous avez un problème auditif, vous allez déposer des représentations d'oreilles. C'est le cas, on en a découvert un certain nombre. Et finalement, ça se recoupe avec les pratiques dans les églises aujourd'hui, où des croyants vont venir déposer, par exemple, des plaques figurant des organes. Ça se fait encore aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui perdure. Par rapport aux divinités qu'on évoque dans le cadre médical, plusieurs divinités sont dédiées à la médecine, donc notamment Apollon qui est le patron des médecins, également Minerve Medica qui est la protectrice des médecins, mais on a pas mal d'autres divinités comme Esculape qui est le dieu de la médecine, Carna qui est spécifiquement dédié aux organes, ou encore Fébris pour la fièvre. Enfin voilà, on a énormément de divinités auxquelles se vouer dans le cadre médical, et également des fêtes, des occasions spéciales pour invoquer les dieux. Par exemple, le 21 décembre, une fête appelée fête des Divalia, qui célèbre la déesse Anguerona, et donc comme son nom l'indique par transparence, qui guérit les angines, mais les maladies cardiaques, enfin voilà, des maladies. Et à contrario se présente la médecine dite savante. Est-ce qu'on y retrouve les prémices de notre médecine actuelle institutionnalisée ? Plus ou moins. Alors c'est-à-dire que dans le cadre de la médecine savante, on est effectivement sur la médecine des chirurgiens, la médecine scientifique. Il faut savoir que à Rome, on n'opère pas véritablement de distinction entre la médecine et la chirurgie. Un médecin doit être à même de réaliser des opérations chirurgicales, mais aussi de préparer des remèdes, comme un apothicaire. Enfin, il doit avoir plusieurs cordes à son arc, disons.
Donc le médecin à Rome est appelé medicus, mais il n'existe pas vraiment de groupe professionnel cohérent de médecins. Et le titre de médecin va pas forcément être une garantie de compétence, c'est-à-dire que des gens qui se font appeler medicus vont être parfois des charlatans qui vont utiliser des remèdes miracles qui ne fonctionnent pas véritablement. Alors, comment étaient formés les médecins ? Comment se transmettait ce savoir ? Est-ce qu'il fallait faire une année de passesse en fait ou quelque chose du genre ? Alors, concernant la formation médicale, c'est assez flou encore aujourd'hui, mais on a quand même certaines traces de formation. Alors, le père de la médecine n'est pas romain, il est grec, donc c'est Hippocrate de Cos, qu'on connaît par le serment d'Hippocrate, qui, alors au niveau de ses dates, il a vécu entre 460 et 370 avant Jésus-Christ, donc c'est ancien. Et la majeure partie des médecins qui se trouvent à Rome viennent de Grèce, à l'origine. La meilleure formation donc pour les médecins se joue donc en Grèce, donc à Alexandrie notamment, mais aussi en Orient, donc Pergame, Antioche, etc. Et on a quelques centres gallo-romains qui sont attestés par des inscriptions notamment, donc Lyon, Bordeaux, encore Marseille. Et à Rome, certains documents mentionnent ce qu'on appelle une scola medicorum, qui aurait pu se trouver sur l'Esquilin, donc l'Esquilin qui est une des 7 collines romaines, mais plutôt qu'une école, ce serait une académie finalement, et pas une école au sens moderne du terme comme on la connaît aujourd'hui. Et au IIe siècle après Jésus-Christ, on sait que Galien, qui est un auteur latin mais aussi un médecin, donnait des cours d'anatomie et de physiologie, mais plutôt dans le contexte d'un médecin à la mode qui donne des conférences et pas des véritables cours institutionnalisés. Et les véritables preuves d'un enseignement médical à Rome, on les trouve seulement autour des années 220, avec des bourses d'études qui sont aussi données pour des gens qui n'ont pas les moyens de se payer ces formations. Alors aujourd'hui, le métier de médecin est une profession prestigieuse, assez valorisée. Est-ce que c'était le cas en Rome antique ? Et de quelle strate de la société fallait-il provenir pour être médecin ? Dans la Rome antique, un Romain, dans l'acception habitant de Rome, ne peut pas exercer la médecine en tant que tel, car c'est un métier qui est considéré comme indigne d'un citoyen romain, puisque on réalise des profits en soignant son prochain et par le biais d'une activité manuelle. Donc, comme on l'a évoqué juste avant, c'était souvent des Grecs qui venaient exercer leur profession de médecin à Rome, mais ces médecins grecs étaient quand même assez influents pour certains. Par exemple, on sait qu'un médecin grec qui s'appelle Asclépiade était extrêmement influent à Rome à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais le statut des médecins a évolué avec le temps, effectivement. Jules César, par exemple, va accorder la citoyenneté romaine aux médecins étrangers de naissance libre, qui exercent à Rome et officialisent ainsi leur activité. Sous Auguste, donc entre 27 avant Jésus-Christ et 14 après, les médecins obtiennent le droit d'association et certains jalons sont mis en place pour rémunérer, disons, par l'État ces médecins. Et des médecins sont également attachés à des lieux publics, par exemple pour des écoles de gladiateurs, pour des amphithéâtres ou encore des cirques. Voilà, il y a aussi certaines lois qui encadrent la médecine. Pour en citer quelques-unes, la Lex Aquilia, donc qui date de 280 avant Jésus-Christ, qui concerne notamment les punitions qui peuvent être engendrées par un médecin qui laisserait mourir un esclave sans surveillance. Mais ici, c'est assez ambigu puisque ça s'inscrit dans la catégorie de dommages causés à la propriété d'autrui. La propriété d'autrui étant l'esclave. Mais la Lex Cornelia, par exemple, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, sanctionne, elle, contre l'empoisonnement ou la prescription et l'achat de substances toxiques dans le cadre médical. Donc, malgré tout, le statut des médecins est quand même assez défini dans la Rome antique.
Alors, les progrès techniques ainsi que les divers travaux menés au cours des siècles nous ont permis de comprendre précisément le fonctionnement du corps humain. Mais à l'époque de la Rome antique, que connaissait-on de l'anatomie du corps humain ? Les connaissances anatomiques ont évolué au fil du temps, ce sont pas les mêmes au temps d'Hippocrate, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'au temps de Cels, par exemple, au 1er siècle après Jésus-Christ. Le développement de l'examen clinique se fait déjà dès Hippocrate, par comparaison avec des corps d'animaux disséqués, donc les dissections étant menées dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, mais également en observant les corps des blessés à la guerre, des soldats blessés par exemple. Les dissections de corps humains sont pratiquées à Alexandrie au 3e siècle avant Jésus-Christ. Après, à Rome, on sait que Galien, au 2e siècle après Jésus-Christ, pratiquait des dissections animales publiques, mais devant un auditoire restreint et choisi, en expliquant par analogie le fonctionnement du corps humain. Donc, les connaissances anatomiques étaient liées à ces dissections animales. Les dissections humaines étaient interdites à Rome pendant au moins une bonne partie de l'Empire romain. Est-ce qu'on a retrouvé l'existence de traitements pour soigner des maux précis, comme par exemple un mal de tête, un mal de gorge ? Est-ce que par exemple il y avait l'ancêtre du Doliprane ? Alors, on n'a pas véritablement trouvé de traitement tout fait, on va dire tel quel archéologiquement attesté. Par contre, on conserve un certain nombre de textes. C'est l'avantage puisque les Romains étaient de fervents écrivains, donc on possède énormément de textes. On sait que les traitements, ou en tout cas les médicaments, étaient préparés à partir de substances tirées de végétaux, d'animaux ou même de minéraux qui servent de base. Au 3e siècle après Jésus-Christ, un auteur qui s'appelle Gargile Martial écrit un traité, donc intitulé « Remèdes tirés des légumes et des fruits ». Et dans ce traité, il propose notamment des modes de préparation et d'application de ces différentes substances, à des fins médicales notamment. Pline l'Ancien, lui, au 1er siècle après Jésus-Christ, donc il est un peu antérieur à Gargile Martial, écrit donc son histoire naturelle, et il y réunit les connaissances de son temps sur les végétaux, et notamment des informations qu'il a recueillies auprès de médecins et d'herboristes, en précisant leurs utilisations alimentaires, pharmaceutiques et magiques. C'est un texte qui est traduit en français, donc si la question vous intéresse, c'est totalement accessible. Et donc par exemple, pour citer Pline, il cite des remèdes possibles à partir d'ail, et donc selon lui, l'ail guérit des morsures de serpents prises en décoction, elle soigne des morsures de chiens et des pustules lorsqu'elle est appliquée avec du miel sur une plaie, cru au cuit, c'est un remède contre l'asthme, macéré frais dans du vin pur additionné de coriandre, c'est une purge excellente. L'ail pilé avec de l'eau vinaigrée, prise en gargarisme, est très bon contre les angines et les maux de dents. Prise avec du sel et de l'huile, il hâte la guérison des déchirures musculaires. Donc vous voyez que ce sont quand même des choses très détaillées et très factuelles finalement. Et donc pour finir sur ce point, les médecins préparent les médicaments avec des plantes qu'ils achètent soit chez l'équivalent d'un herboriste, qu'on appelle le rhizotome, soit à base de produits chimiques qu'ils achètent chez l'équivalent d'un droguiste cette fois, qu'on appelle pharmacopole. Donc en fait, c'est les médecins qui conçoivent eux-mêmes les médicaments. C'est ça. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, les médecins sont assez pluridisciplinaires, ils vont faire des opérations, ils vont faire leurs propres remèdes. Médecin, c'est un métier qui est assez généraliste, j'allais dire, pas dans le sens de médecin généraliste comme on le connaît aujourd'hui, mais dans le sens où il faut effectivement savoir faire de nombreuses choses. Mais alors, où est-ce que les médecins exercent ? Est-ce qu'ils ont un cabinet ou est-ce qu'ils se rendent directement chez leurs patients ? Il existe quelques médecins itinérants, donc ils vont partir sur les routes, mais dont l'action est limitée parce qu'ils peuvent pas prendre avec eux un nombre illimité de médicaments, d'instruments, etc. Il existe également des médecins qui sont basés dans les camps militaires, et c'est là que sont créés les premiers équivalents d'hôpitaux militaires finalement, qu'on appelle Waletudinaria, et où on soigne les blessés pendant les campagnes militaires. Mais en dehors de ces deux cas-là, le médecin travaille généralement dans sa maison, qui
est converti partiellement en cabinet. À Pompéi, par exemple, 25 maisons mises au jour contenaient des instruments médicaux. On emploie le terme medicatrinae pour désigner cet ensemble architectural qui regroupe alors un cabinet de consultation, une pharmacie herboristerie, voire parfois même une clinique, dans le sens où certains patients pouvaient y rester sous surveillance après l'intervention si c'était nécessaire. Les médecins sont plutôt généralistes, donc le terme qu'on emploie va être medicus ordinarius, mais il existait aussi certains spécialistes, par exemple des obstétriciens, obstetrix en latin, des ophtalmologistes, ocularius, et comme on l'a mentionné tout à l'heure, donc cette spécialisation chirurgicale. Juste un petit point sur les femmes sont très peu nombreuses dans le domaine médical. Par exemple, sur les 23 inscriptions mentionnant des médecins découvertes en Gaule, seules 3 sont des femmes, donc des medicae. Au IIe siècle, le médecin donc Galien, qu'on a déjà mentionné, fournit une liste très longue de maladies qu'un bon médecin doit savoir traiter, de la migraine à l'attaque cérébrale. C'est très vaste comme sujet, et le médecin Cels, lui, liste les qualités d'un chirurgien dans son traité De Re Medica. Et donc selon lui, un chirurgien doit être jeune, avoir une vue claire et une main à droite, ne pas trop se presser, etc. Donc je vais vous lire une petite citation que je trouve assez rigolote. Donc Cels écrit « Que sa sensibilité soit telle que, déterminée à guérir celui qui se met entre ses mains et sans être touché de ses cris, il ne se presse pas trop et ne coupe pas moins qu'il faut. » Donc ça résume assez bien ce sujet, je trouve. Alors au niveau des pratiques chirurgicales, est-ce que les opérations se déroulaient sur des personnes conscientes ou bien est-ce qu'on avait déjà recours à des anesthésiants? Et est-ce que les chirurgiens utilisaient des instruments chirurgicaux semblables à ceux qui sont utilisés aujourd'hui? Les chirurgiens d'aujourd'hui n'auraient aucun mal à reconnaître les instruments utilisés par nos chirurgiens romains, dans le sens où ils sont pas si différents de ceux qui sont utilisés aujourd'hui. On a retrouvé notamment des bistouris, des lames de précision destinées à sectionner les muscles, des pinces pour les extractions dentaires, mais aussi des instruments pour recoudre des plaies, pour trépaner, donc pratiquer des opérations crâniennes. Donc c'est un panel très très vaste d'instruments chirurgicaux. La plupart sont en bronze, mais parfois aussi en fer, en os, voire en argent dans des rares cas. Et les chirurgiens présentaient des maquettes en cire des instruments qu'ils voulaient voir réalisés à des artisans qui étaient eux sans doute spécialisés, donc les instruments étaient véritablement fabriqués sur mesure. Et concernant l'anesthésie, alors l'anesthésie générale n'existe pas, par contre on utilise des substances analgésiques qui permettent de mieux supporter la douleur. Par exemple les dérivés de l'opium qui sont censés être les plus efficaces, surtout lorsqu'ils sont associés à des breuvages à forte teneur d'alcool. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de soins spécialisés comme des soins dentaires ou encore oculaires? Alors pour les soins dentaires, par exemple, la croyance à l'époque était que les trous dans les dents sont liés à un ver qui attaquerait l'émail. Donc on va généralement éliminer les aliments susceptibles de provoquer ces inflammations. On recourt à des remèdes, notamment des bains de bouche, qui vont être à base d'opium, d'encens, de poivre et de jusquiam. Donc la jusquiam, c'est une plante toxique avec des vertus hallucinogènes et anesthésiantes. On va ensuite boucher la cavité dentaire avec des grains de poivre ou des baies de lierre. Et si ça ne fonctionne pas, on va y verser une décoction d'origan et d'huile d'arsenic avant de reboucher à la cire. Donc tout un programme. Tout un programme, exactement. Et généralement, comme ces remèdes ne fonctionnent pas forcément très bien, pas étonnant, oui. On va finir par arracher la dent, sachant qu'on part d'une simple carie quand même. Oui. Et pour les extractions dentaires, effectivement, on va utiliser des instruments chirurgicaux, notamment le forfex, qui est en fait une tenaille pour arracher les dents. Et si la racine reste coincée dans l'os, on va utiliser un autre type de tenaille appelé risagra. Alors, petite information assez rigolote, je trouve, ce sont surtout les riches romains qui souffrent de problèmes dentaires, puisque leur alimentation très riche en sucre et en hydrates de carbone va causer ces caries. On peut également combler le trou de la dent arrachée, qui n'est pas forcément esthétique, par des dents prélevées sur des bœufs
ou des veaux qu'on va façonner pour combler parfaitement la lacune. Et dans son traité, pour finir sur les soins dentaires, Cels évoque une technique de traitement des abcès ou problèmes de gencives qui va vous réconcilier avec votre dentiste, puisqu'il y conseille aux dentistes, dans le cas d'un abcès, d'appliquer un fer rouge directement sur la partie malade. Autant ne pas être douillé, en fait. Voilà. Un autre exemple, donc, de soins oculaires, cette fois-ci. Donc, les collyres, à l'époque romaine, existaient déjà, mais ils se présentaient sous forme solide, donc sous la forme d'une pâte sèche que l'on dilue dans un liquide, et non sous la forme liquide comme on la connaît aujourd'hui. Ils étaient notamment fabriqués à partir de castoreum, donc comme son nom l'indique, c'est une substance aux vertus apaisantes issue des sécrétions génitales du castor européen. Les médecins les marquent de leur cachet, donc leur cachet fonctionne un peu comme un tampon finalement qu'on va appliquer dans la pâte pour éviter les contrefaçons, puisque ces cachets d'oculistes, comme on les appelle, inscrivent en relief leur nom, le nom du médecin sur le collyre, et parfois aussi un petit mode d'emploi du médicament et la posologie, comme on dirait aujourd'hui. Et ces cachets d'oculistes, on en retrouve beaucoup en fouilles archéologiques, notamment en Gaule, en Germanie, en Bretagne. Donc on sait que c'était vraiment attesté. Et donc on peut également opérer les patients de la cataracte à l'époque. J'ai peur pour la suite. Alors donc finalement un assistant venait immobiliser la tête du patient pour pas trop bouger, on s'en doute. Et le chirurgien va venir enfoncer une aiguille entre la cornée et la choroïde et il va faire descendre la cataracte. Voilà pour les soins oculaires. Simplement, avant de conclure là-dessus, il existe aujourd'hui une discipline scientifique donc, qui s'appelle la paléopathologie et qui consiste à étudier les ossements humains découverts dans le cadre de fouilles archéologiques pour comprendre l'état de santé des populations et notamment les pathologies osseuses et dentaires, donc les caries, les abcès, les tumeurs, etc. Et donc cette discipline scientifique nous apporte beaucoup de nouvelles connaissances médicales puisque on peut étudier à même les ossements. Et par exemple, le musée d'histoire de la médecine de l'université de Rome conserve un squelette d'enfant qui a autour de 5-6 ans selon les datations et qui aurait vécu entre le 1er et le 2e siècle. Et cet enfant présente une tumeur au cerveau qui déforme son crâne, mais également une petite ouverture sur son crâne, sur le côté, qui correspond en fait à l'endroit où l'opération chirurgicale a été pratiquée. Et on sait à partir de ces analyses que cet enfant a survécu à l'intervention chirurgicale, mais qu'il est quand même décédé des suites de la maladie un peu plus tard. Comme tu nous l'as indiqué au début de notre entretien, des expériences, notamment des dissections d'animaux, étaient effectuées pour comprendre l'anatomie et créer une analogie entre l'anatomie de l'animal et celui du corps humain. Et est-ce que, plus largement, il existait un intérêt pour la médecine vétérinaire ? Effectivement, on avait déjà un intérêt vétérinaire à l'époque. Alors à Rome, on prend soin des animaux en fonction de leur valeur marchande. Donc on porte un soin particulier aux gros animaux, appelés veterina en latin, c'est-à-dire les animaux de trait, de transport, de compétition, donc les bœufs, les ânes, les chevaux, etc. Les soins des autres animaux d'élevage destinés à la consommation ou à la chasse relèvent pour leur part plutôt des traités d'agronomie. On conserve quelques traités vétérinaires également, notamment l'Hippiatrica, qui concerne la médecine des chevaux, et la Mulomedicina, qui concerne la médecine des mules. La médecine vétérinaire regroupe donc les soins courants des animaux, on parle d'hippologie et de zootechnie, mais également les soins vétérinaires au sens strict, donc l'hippiatrie. Le maintien en bonne santé de l'animal étant la préoccupation première, donc comme aujourd'hui finalement, à plus large échelle. Eh bien, merci à toi Noémie pour toutes ces précieuses informations. Merci à vous. Si jamais vous désirez en savoir plus à ce sujet, Noémie vous a concocté une petite bibliographie que nous ne manquerons pas de vous mettre en description.
J'espère que ce premier podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à en parler autour de vous. Restez bien connectés, un second épisode de C'est quoi cette histoire arrive très vite. À bientôt Noémie. À bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien.